Salut, alors nouvelle vidéo, cette fois-ci je vous propose qu'on s'intéresse à cet oscilloscope. Cet oscilloscope, c'est un Tektronix TDS 784, qui est un oscilloscope avec des specs, on va dire, assez confortables, malgré son âge. Il a une fréquence d'échantillonnage maximum par voix de 4 gigasamples par seconde. Ça va diminuer au fur et à mesure qu'on activera des voix, bien sûr. Il a une bande passante analogique de 1 GHz. Et puis il a tout plein de fonctions, des FFT, des trucs pour intégrer, dériver, diviser, multiplier, enfin bref, tout l'arsenal qu'on a aussi sur des scopes un petit peu plus modernes. C'est un scope qui se qualifie de Digital Phosphor Oscilloscope, là vous l'avez vu sur l'écran de démarrage, là vous le voyez. Un DPO, donc un DPO c'est une forme de visualisation qui va nous permettre par des schémas de variation d'intensité ou des schémas de couleurs, d'apporter un petit peu une vision différente sur les signaux, quelque chose qu'on pouvait avoir sur des scopes analogiques où avec la phosphorescence de l'écran analogique, on pouvait voir certains phénomènes, certains paramètres sur les formes d'ondes, parce que le phosphore, au plus le signal allait passer par un point de tension temps sur l'écran, on est allé avoir une brillance différente. Le problème, c'est que ça a un petit peu disparu sur les scopes numériques qui font que échantillonner bêtement et pousser les données sur de l'affichage. Le DPO, ça permet de restaurer ce phénomène-là. Je pense qu'on en parlera dans une des vidéos. Donc c'est quelque chose voilà, qui permet de rapporter une visualisation sur des scopes numériques. Bref, donc ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un problème que ce scope présente sur sa voie 4. Je viens d'activer la voie 4, et puis là on remarque un truc immédiatement, c'est que le marqueur de 0, de masse de la voix, il est ici, et la tension que je lis sur la voix, elle est ici. Et si je déplace le 0, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Vous voyez que ça varie absolument pas, hein. Si je prends ça varie pas comme il faut. Si je prends la voix 1, bah, la voix 1, c'est un comportement tout à fait normal. Donc ça, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Cette panne, c'est un petit peu ma faute. En voulant réparer quelque chose, bah, j'ai pété quelque chose d'autre. Mais je vais vous en parler. Et puis dans d'autres vidéos, on essaiera de s'intéresser par exemple à l'écran de cet oscilloscope. Cet écran là, vous le voyez peut-être pas forcément, mais c'est un écran LCD. Cet écran LCD, je l'ai installé par mes propres soins. Parce que de base c'est un tube cathodique, mais les tubes cathodiques, j'en parlerai plus tard, mais sur ces scopes là ils ont une fâcheuse tendance à mal vieillir, à perdre en luminosité même quand on met les réglages à fond, donc le scope devient plus ou moins inutilisable. Ce dont on parlera également, c'est de l'alimentation de ces scopes. L'alimentation de ces scopes, elle est un petit peu connue pour être capricieuse, et tomber en panne, donc là encore je vous présenterai un patch que j'ai mis en place là, sur cette alim pour lui permettre de retrouver vie et sans pour autant aller taper dans du composant obsolète, difficile à sourcer, hors de prix, etc. comme ça peut être le cas. Donc voilà, première vidéo, là on va s'intéresser à la voie 4, pourquoi est-ce qu'elle déconne. Ensuite, deuxième vidéo, on regardera comment est-ce que j'ai converti l'écran de cathodique vers LCD sans dépenser des 100 et des 1000, parce qu'il y a des kits de conversion qui vous sont vendus sur internet, mais qui coûte, je crois que c'est quelque chose comme 600 balles le kit de conversion. Alors c'est bien, c'est beau, il y a une notice, c'est pratique, on suit les instructions et ça y va tout seul, mais c'est très cher, c'est trop cher en fait pour ce que c'est. On peut faire beaucoup moins cher et pour un résultat tout à fait comparable. Donc ça, ce sera la deuxième vidéo, et dernière vidéo, ce sera le patch de la LIM. Comment est-ce qu'on peut facilement faire retrouver vie à ces scopes. Voilà pour le programme. Ok, alors la première étape, ça va être d'accéder à la carte d'acquisition qui est située non pas au-dessus, mais au-dessous. En fait, sur le dessus, on a la carte processeur, et juste en dessous de cette carte processeur, on a l'alimentation à découpage par ici, et normalement par là, le tube cathodique avec sa carte vidéo et les drivers haute tension et compagnie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus la carte vidéo, il n'y a plus le tube cathodique, puisque je vous avais dit que c'était un écran LCD. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Non, bah là pour dévisser c'est simplement du Torx, ça doit être du T20 ou un truc comme ça. Alors ces scopes, ils sont assez faciles à démonter. On a juste 4 vis à enlever à l'arrière.
En fait, ce qui est un petit peu pénible dans ces scopes pour le démontage, c'est que, vous allez le voir, là je vais retirer simplement ce panneau à l'arrière. Et maintenant, en fait, il faut faire glisser sans rien abîmer. Alors, généralement, j'aime bien le mettre sur la tranche de ce côté-ci, ouais. Les mettre sur la tranche. Et puis ensuite, eh ben, il faut y aller doucement. Parce que de chaque côté de l'oscilloscope, en fait, de chaque côté de l'oscilloscope, en haut et en bas, il y a des nappes de connexion. Et donc, il faudrait surtout pas les abîmer. Donc, c'est une opération qui est un petit peu délicate. Donc, il faut hop, faire glisser comme ça le capot. Voilà, tout doucement, pour ne pas heurter de composants sur les cartes. Et là, on est pas mal. Ce qu'on voit là, c'est toute la carte processeur. On a des interconnexions de ce côté-ci. On a deux nappes. Là, ça, c'est essentiellement, on va dire, des signaux d'ALIM et des signaux de contrôle-commande basse vitesse. Et pour tout ce qui voyage un petit peu plus à haute vitesse, le lien entre la carte processeur et la carte d'acquisition qui est dessous, c'est cette carte. Et de ce côté-ci, donc, on a la carte d'acquisition. On a donc bon, le ventilo hein, qui est commun. On a, qu'est-ce qu'on a? On a une brique d'ALIM ici. Toutes les puces qui sont alignées là, c'est des puces de mémoire, c'est de la SRAM. Non, c'est de la DRAM, c'est de la RAM, c'est pas de la RAM statique, c'est de la RAM dynamique. Ici, alors que je me souviens bien, si je me souviens bien, c'est les contrôleurs d'acquisition, contrôleurs de mémoire. Et puis enfin, sur cette puce unique, c'est, on va dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les convertisseurs analogiques numériques, les traces qu'on voit ici, là, avec les petits routages sympas, donc c'est les pistes, enfin les 4 voies, vraiment analogiques qui rentrent là-dedans. Donc il y a les convertisseurs analogiques numériques, il y a aussi les multiplexeurs analogiques et les crosspoints, pour permettre que chacune de ces voies ici, je vous dis que normalement elle fonctionne à 1 gigasample par seconde, et lorsque sur une seule voie on veut obtenir 4 gigasamples par seconde, bah en fait on envoie le même signal analogique, on le numérise et on l'envoie sur les 4 contrôleurs de mémoire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une seule voie analogique samplée à 4 gigasamples par seconde, puisque chacun de ces front-end, enfin chacun de ces systèmes d'acquisition va travailler à 1 gigasample par seconde, et on fait du sampling entrelacé, ou du, alors là l'anglais, attention à l'accent, interleaved sampling. Donc voilà comment est-ce qu'on arrive à avoir du 4 gigasamples par seconde sur ces scopes. Tout ce qui est ici de mémoire, c'est la circuiterie de trigger. Ici, c'est la circuiterie d'ALIM pour les panneaux avant, là, pour les accessoires Tektronix. Donc là, je crois que c'est la circuiterie d'ALIM. Ici, on a ces composants-là, ça, ça et ça. C'est ce que Tektronix appelle des DAC-calculators. Donc c'est une contraction entre DAC et calculator. Ça va servir essentiellement à générer des tensions de référence et des tensions de calibration, d'offset et tout, pour toute la circuiterie analogique. Alors je vais m'équiper parce que je suis pas spécialement antistatique là, donc je vais m'équiper brièvement si je touche des trucs. Et puis là je sais plus trop ce que c'est, j'avoue que je ne sais plus. L'essentiel des puces ici, vous le voyez là, c'est National Semiconductor. C'est des puces qui sont custom, hein. C'est des ASIC qui ont été faits sur mesure pour Tektronix. Si on cherche de la documentation sur internet, les seuls résultats qui sortent, c'est des trucs sur le forum du EVblog, ou d'obscurs brokers chinois qui semblent pouvoir nous les fournir. Mais en gros, on ne trouve aucune documentation publique, etc. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la carte d'acquisition. Là, l'idée, ça va être d'enlever la carte d'acquisition. Et on va aller dans les front-end d'acquisition analogique, qui sont cachés sous ces différents capots métalliques. Donc là, ça va être un petit peu pénible à démonter, parce que pour sortir la carte d'acquisition, il faut, sur le devant du scope, sortir tout le plastique devant, de mémoire. Parce qu'en fait, il y a des vis qui sont cachées derrière cette face plastique, et on est obligé de les enlever pour pouvoir sortir l'ensemble de la carte d'acquisition. Donc là, la première étape, c'est vraiment de sortir simplement la face avant. Alors il faut y aller tout doucement pour pas péter le plastique, mais il y a des clips, en fait, il n'y a pas de vis, c'est uniquement des clips. Et là, c'est bon, c'est gagné. Alors la matrice, le switch, vient avec, et normalement, on peut enlever maintenant
Ça, ce truc plastique, de mémoire, ça sort tout seul. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, on a accès aux fameuses vis qu'il faut retirer. Voilà, on va retourner le scope. Ça peut être une bonne idée de s'équiper avec un bracelet là, anti-statique là, pour être lié à la terre, parce que bon, je pense quand même que c'est des cartes qui sont un petit peu sensibles. Et puis surtout, on va prendre le risque de cramer un composant, vu que c'est tout des trucs custom. Donc ça coûte pas grand chose d'être à la masse. Alors une bonne idée aussi, avant d'enlever les vis de la carte d'acquisition, ce qui peut être pas mal, c'est de débrancher tout ce qui est connexion électrique, que ce soit là les nappes, comme je l'ai déjà fait, mais aussi les câbles coaxiaux là sur le bord, histoire de ne pas appliquer de contraintes mécaniques trop fortes sur la carte. Et là, la carte d'acquisition normalement vient. Du coup, la carte d'acquisition, on va la prendre et on va la mettre sur une surface anti-statique là, voilà. Et puis on va mettre de côté l'oscilloscope. Alors oui, là vous voyez qu'il y a du capton. Il y a du capton sur plein de perçages. Vous voyez là, il y a des comment on appelle ça, des taraudages en fait. Et j'ai mis du capton systématiquement dessus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et d'ailleurs, si vous avez des scopes et que vous les bricolez de ce type là, je vous recommande de faire pareil. Parce que en fait, ces alaisages-là, qui sont taraudés, ils accueillent des vis de l'autre côté. Et en fait, à chaque fois que vous allez visser, dévisser, visser, dévisser, vous allez générer de la limaille, toute petite limaille. Et cette petite limaille, elle va avoir le bon goût, forcément, de venir se poser sur le bottom de la carte d'acquisition. Vous comprenez assez vite le problème, c'est que si je commence à avoir de la limaille sur le bottom d'une carte qui n'est pas vernie, il peut se passer des trucs, les petits copeaux entre les pattes d'un TSSOP ou même d'un SOIC, c'est des trucs un petit peu plus gros, ça peut faire des dégâts. J'ai remarqué que j'avais de la limaille justement sur les circuits intégrés, ou proches des circuits intégrés. Donc rapidement, nettoyage de la carte à l'air comprimé sec, et puis surtout, on met du capton pour que du coup ça traverse pas. Voilà, c'était l'instant recommandation et prévention. Donc là, on va mettre l'oscilloscope de côté. Ok, alors on va pouvoir se concentrer sur la carte d'acquisition. On va commencer par retirer éventuellement là, le devant. Là, ça c'est fait pour brancher les accessoires propriétaires de chez Tektronix. Donc on va se mettre de ce côté-ci. Il faut qu'on retire toutes les vis qui sont là pour pouvoir accéder au front-end analogique de l'oscilloscope. Alors les front-end sur ces scopes, c'est ce qu'on appelle des hybrides. Ce sont en fait des modules qui sont faits sur céramique et qui sont excessivement fragiles. Donc il faut prendre là encore une grande quantité de précautions afin de ne rien endommager. Et vous allez en fait voir le problème sur la voie 4. Il a été causé en partie par moi. En fait, sur la voie 4, j'avais un problème initial qui était que la voie 4, j'arrivais à observer les signaux sur l'oscilloscope sans problème, là, sans aucun offset ou quoi que ce soit. Mais par contre, impossible de faire déclencher l'oscilloscope sur la voie 4. Il pouvait déclencher sur toutes les autres, mais pas la voie 4. Et en sondant la carte d'acquisition, en regardant un petit peu les schémas disponibles sur le net, j'ai vu que il y a normalement un signal qui sort du front-end qui est dédié pour la circuiterie de trigger. C'est un signal qui est indépendant du signal qui va vers la DC. Et bien sûr, ce signal, il ne sortait pas du front-end. J'en ai donc déduit que c'était probablement le front-end qui avait un souci et qui refusait de me sortir le signal à destination de la circuiterie de trigger. Donc j'ai voulu démonter, comme je suis en train de le faire actuellement, pour inspecter le front-end. Problème, vous allez le découvrir très vite. Ces front-end là, ce sont des hybrides en céramique. Et les circuits en céramique, c'est très fragile. C'est fragile à un point que même en prenant
toutes les précautions du monde, eh bien, j'ai quand même réussi à le casser. Et c'est très dommage pour moi, parce que ça coûte excessivement cher à remplacer. Donc vous ne le voyez peut-être pas encore, mais je vais approcher de la caméra tout doucement. Mais en réalité ici, ce module hybride, eh ben, il s'est fendu ici. Il y a 2 morceaux de capton là et là, et il y a une ligne de rupture qui s'est faite comme ça. De toute manière, je vais devoir le sortir. Vous verrez à ce moment-là qu'il est cassé, complètement cassé, pour le remplacer par un équivalent. Donc là, la prochaine opération, de sortir ce module hybride de son support et d'envoyer et de tenter de le remplacer par un nouveau que j'ai reçu et de voir si ça résout le problème et surtout si j'arrive à le remplacer. Ok, donc la première étape pour sortir un de ces modules hybrides, c'est de défaire le point de soudure. Le point de soudure qui relie l'âme du BNC, donc ce que je pointe avec mon doigt, qui relie l'âme du BNC de la face avant avec le module hybride. Donc il faut y aller tout doucement avec un fer à souder. Avec la panne du fer à souder, il va falloir tranquillement, mais alors vraiment, ce qui s'appelle tranquillement, repousser la patte, enfin la broche du BNC. Donc c'est parti. Surtout équipez-vous anti-statique. Là, moi je déconne zéro, je mets la blouse et compagnie, là, les bracelets et tout. Alors là, c'est pas trop gênant si je l'abîme, hein, on va dire, parce que de toute manière il est déjà pété, donc je risque pas grand-chose. Mais par contre, si sur le nouveau je me rate et que je le pète, là je vais bien être dégoûté. Vous voyez qu'il y a un jeu là que le BNC, je peux le faire bouger indépendamment du front-end. Donc là c'est bon, c'est que c'est bien dessoudé. Donc là, la prochaine étape, ça va être de tout doucement soulever l'hybride. Alors c'est pas évident du tout. Et en fait moi, il s'est pété dès cet instant. Dès que j'ai commencé à soulever de ce côté-ci, il s'est pété sur le côté opposé. Alors, très franchement, je pense qu'il y avait une fragilité déjà, et que ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais le signal de trigger qui ne sortait pas de cet hybride. Parce que, selon moi, il y avait déjà une présence d'une micro-fissure, d'une fragilité sur cet hybride. Donc là, vous allez le voir, j'ai mis du Kapton dans une tentative désespérée de réparer le truc. Mais c'est absolument débile, hein, parce que en bleu, là, ce que vous voyez en bleu, c'est des résistances céramiques, des réseaux de résistance céramique qui sont faites sur le substrat. Donc là, il n'y a aucune chance que j'ai réparé en les recollant et en mettant du Kapton. Là, pareil de l'autre côté, à un moment, je me suis dit, oui, je vais mettre de la soudure sur les pistes, ça va refaire une continuité. Que dalle, ça refera rien du tout. Alors, il y a un autre commentaire, c'est que sur l'autre côté de ces hybrides, vous voyez qu'il y a des relais, mais alors des gros relais, hein, des bons relais, et il faut vraiment faire attention en manipulant là, ces hybrides, parce que c'est vraiment des objets massifs sur un substrat qui est extrêmement fragile et extrêmement fin. Alors pour le plaisir des yeux, si vous voulez voir, c'est des trucs qui sont un petit peu documentés sur les wikis Tektronix, etc. Donc c'est beau, il n'y a pas à dire, c'est joli, mais c'est très fragile et c'est surtout très cher sur le marché de l'occasion. Donc on va le mettre de côté. Et puis maintenant, on va installer le nouveau. Alors juste un mot sur la matrice. Vous voyez qu'il y a ici tous les petits points dorés là qui font l'interconnexion entre finalement la carte qui vient se mettre dessus et les hybrides. Vous voyez comment c'est fait? Donc ce sont des plaquettes plastiques sur lesquelles ils sont venus glisser des petits morceaux de... Je ne sais pas si... Je pense pas que ce soit du fil d'or. Franchement, ce serait un petit peu abusé. C'est pas du cuivre non plus, vu la couleur, je sais pas trop dire ce que c'est, mais c'est des petits fils qui ont été roulés en boule, en mode ressort, et qui ont une légère surépaisseur par rapport au plastique, ce qui fait que ça va venir établir un contact entre les hybrides, les modules du front-end, et le PCB classique FR4. Voilà un petit peu comment c'est foutu. Surtout, il faut bien le prendre par les bords, pas exercer de contraintes mécaniques, etc. Là, on serre les fesses quand on manip des trucs de précision comme ça. Je vais chercher le module 9, on va l'installer dans son support et on va ressouder, on remonte le tout et on prie très fort pour rien péter au milieu et surtout que ça règle le problème. Ok, me revoilà avec le module 9. Hop,
Donc là, c'est l'ancien hybride. Alors, c'est arrivé dans une grosse boîte et tout. Mécaniquement, c'était pas mal. Pour la protection là, pendant le transport, c'était vraiment bien fait au niveau mécanique. Par contre, une fois que j'ai ouvert le sachet antistatique, j'ai vu des mouchoirs à l'intérieur. Probablement pas connus pour leur caractère antistatique. Alors voilà le nouvel hybride. Vous remarquerez qu'il est légèrement différent de l'ancien parce que c'est pas la même révision matérielle. Vous voyez que là, les couches de métallisation là, sont pas de la même couleur. A priori, ils sont interopérables et compatibles pin à pin, etc. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises sur ce plan-là. Voilà, donc à manipuler tout doucement. Voilà l'autre côté. Alors l'autre côté, hein, ça se ressemble très très fort. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas, a priori, pas de différence significative. Vous voyez que en fait, la révision matérielle, elle est différente. L'ancien, c'est la révision J. Celui-ci, et lui, c'est la révision G. Encore une fois, de tout ce que j'ai pu lire sur internet, ils sont compatibles pin à pin, etc. Normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, maintenant, il s'agit de l'installer, sans rien péter. Et alors là, je vous avoue que je suis pas très serein. Ok, je pense que j'ai arrêté de respirer le temps de la manip. Là. Bon, l'idée maintenant c'est de ressouder le BNC. Ok, donc là pour ça je vais reprendre mon fer à souder. Et avec le tournevis, je vais légèrement venir me rapprocher là, le BNC. Comme ça, et je vais appliquer un point de soudure. Un petit coup. Ok. Selon moi, c'est pas mal. Donc là, il faut remonter l'interconnexion, vérifier qu'il n'y ait pas de contamination. A priori, c'est bon. Donc là, on va remettre ça comme ceci, si je me plante pas de sens. Oh, que si je me plante de sens. Ouh là là là. Hop, comme ça. Je tremble comme c'est pas permis. Ok. Normalement, on est bon. Ok, donc là, c'est la carte d'acquisition qui fait son grand retour. Donc là, le premier truc, c'est de se centrer. Il y a des trous, hein, de toute manière, il y a des trous, c'est des trous légèrement, des trous oblongs, là. Là, je suis pas mal. Il nous reste qu'à remettre les vis. Bon, ça me semble pas mal. Ok. Allez, voilà le scope. C'est reparti. On va remonter la carte d'acquisition. Alors comme pour tout à l'heure, hein, la technique c'est on remet les vis, on serre pas en fait. Ok, donc là on peut commencer à serrer tranquillement. Bien évidemment, maintenant que j'ai tout remonté, je suis en train de réaliser que j'ai oublié de reglisser ça. Le panneau de connexion des accessoires là. Normalement ça se glisse entre ça et ça. Pour tester, on n'en a pas besoin, on va pas le mettre, je le remettrai plus tard, quand l'envie m'en prendra. Mais pour l'instant, je veux savoir si ça a résolu le problème. Donc là, on rebranche tout.
Ça, on n'est pas obligé, mais on va quand même le rebrancher. Donc là, on va tirer juste un câble. Hop. Et on va le démarrer et on va voir le résultat. Allez, c'est parti. Voie 4, direct. Waouh. Damn. On a une voie. On a un petit offset de... allez, 5 mV, 6 mV. Ok. On a un offset de 5 mV. Ok, allez, c'est bon, là on a tout le monde. C'est cool déjà. Maintenant, ça me dit pas si la voie fonctionne réellement. Ok, j'ai branché la sonde de scope. Il y a de l'activité. Vous voyez des sauts là. Alors, une très bonne façon de savoir si la voie fonctionne et si le circuit de trigger est réparé, c'est d'appuyer sur Auto 7. Oui, je vais appuyer sur Auto 7. Oui, effectivement, c'est le mal absolu. Mais la flemme. Auto 7. Il a trouvé le signal, il s'est mis sur la bonne base de temps, a priori. Et pour le coup, il déclenche correctement. Chose qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, si on faisait Auto 7, il trouvait rien. Parce que l'Auto 7, en fait, il est basé en partie, son fonctionnement, sur la recherche d'un motif périodique, en utilisant notamment la circuiterie de trigger. Donc avant, comme j'avais pas de signal de trigger, ben, impossible de faire ce que le scope vient de faire actuellement. Donc ça a l'air pas mal. Alors maintenant, il y a un truc qu'il faudrait essayer, c'est de faire passer l'autocalibration de l'oscilloscope. Donc pour ça, c'est dans Utility. Et là, on a un truc ici dans Config, on a calibration. Allez, ok, calibration. Donc là, le premier est en fail, là, le Signal Pass Compensation, il est en fail parce que forcément, comme la voie 4, j'avais pas de signal de trigger, c'était impossible de faire passer le truc de calibration. Donc là, le truc, c'est qu'il faut laisser chauffer un petit peu l'oscilloscope. Donc là, il dit 7 minutes. On va le laisser chauffer un petit peu et on tentera de faire tourner le SPC. Alors, me revoilà. Du coup, j'ai décidé de mettre l'oscilloscope dans une position un petit peu particulière afin de le ventiler. Parce que juste avant on s'était quitté, j'avais laissé le scope comme ça sur le bench et j'avais décidé de ne pas remettre son capot autour, etc. Sauf que ça, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que là, sur la carte d'acquisition, en fait, on a tout plein d'ASIC, et particulièrement celui qui a un radiateur ici, qui chauffe énormément. Et en fait, les trous sur le boîtier du scope sont faits de telle sorte à favoriser une rentrée du flux d'air au niveau de ces ASIC. Là, du coup, sans remettre le capot, ben, on avait une distribution de la chaleur qui était probablement pas optimale. Et donc, pour éviter de faire surchauffer un ASIC ou de le faire rentrer dans un mode dégradé ou je sais pas trop quoi, je l'ai mis là et j'ai posé un ventilo pour faire de la ventilation forcée là, à l'extérieur. Alors, dans cette config, le scope vient de faire tourner le Signal Pass Compensation. Un premier truc qu'on peut remarquer déjà, c'est que sur la voie 4, je n'ai plus cette espèce d'offset. Vous voyez, là, je me suis en train de changer la base de tension, la base verticale sur le channel 4. Là, je suis à 1 mV par division. Et globalement, ça a quand même l'air bien centré sur 0. Donc là, je vais rechanger la base de tension dans l'autre sens. Donc vous voyez, plus d'offset sur la voie 4. Donc ça, c'est l'effet du SPC, le Signal Pass Compensation, qui est l'autocalibration de l'oscilloscope pour tout ce qui est tension continue. Et vous voyez que maintenant, il est en mode, enfin il est en statut pass, alors que tout à l'heure il était en statut fail. Donc du coup, le scope là, il est parfaitement réparé, on va dire, d'un point de vue des tensions d'essai. Maintenant, il faudrait, comme on a changé un des éléments du front-end, et qu'on l'a démonté, etc., il faudrait refaire une calibration AC. Sauf que la calibration AC sur ces scopes, elle est très compliquée à faire. Il faut des vieux softs avec des vieilles cartes GPIB qui se branchent sur des bus ISA, qui sont des bus qu'on ne trouve plus dans les ordinateurs modernes. Donc, pour le coup, je pense que je vais laisser un peu tomber pour l'instant l'idée de faire une compensation AC. Mais en tout cas, il passe ces tests et il passe surtout le SPC qui est assez important pour le bon fonctionnement du scope. Voilà. Ok, alors on va finir la vidéo là-dessus. Donc ça, c'est le module hybride, le front-end de l'oscilloscope que... Bon, il n'y a aucun doute, hein, la céramique, elle est cassée. Là. Le seul truc qui fait que ça ne tombe pas, c'est mon bout de capton que j'ai positionné au dos.
Là-dessous, il y a des éléments passifs, hein. Je pense que c'est quelque chose de résistif, là. Donc, bon, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit plus récupérable, sauf vraiment enfin, être déter, aller chercher les résistances de ces éléments-là, les gratter. J'ai déjà vu des gens qui faisaient ça, hein, qui remplaçaient ces substrats, enfin ces espèces de résistance sur film fin, là. Ils les remplaçaient par je sais pas, des trucs en 0,6, 0,3, sur film épais, etc. Voilà, voilà, pour cette réparation. Donc lui, ben, malheureusement, on va faire quelques photos, et puis il va partir à la poubelle. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, cette réparation, enfin plutôt cet échange de front-end, vous montrer un petit peu comment ça se fait, et un petit peu comment est-ce que c'est foutu là, les front-end de ces oscilloscopes TDS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.